beaucoup Florent, merci de ton invitation. Merci à Culture Populaire pour son invitation, qui a été retardée, je crois, on en parlait avec Eric tout à l'heure, je ne sais pas où il est, mais de peut-être 5 ou 6 ans, puisqu'il était prévu que je vienne vous voir il y a déjà plus de 5 ans. Donc je suis ravi de venir aujourd'hui. Alors on a pensé mon intervention plus comme un échange, c'est-à-dire que je vais essayer de présenter très rapidement mon travail à travers les quelques livres que j'ai pu écrire ou préfacer. Et ensuite, Florent me posera des questions puisqu'il a lu le petit dernier. Et ensuite, vous aurez la parole pour vos questions. Donc comment... bon, déjà, je m'appelle Sylvain Durin, j'ai 39 ans. Je suis essayiste, éditeur. J'ai fondé la maison d'édition du Verbe Haut en 2018. Je suis également un libraire, puisque ma librairie à Nancy a été créée en octobre 2020. Je pense que vous en avez entendu parler, puisqu'on a eu la joie d'être cité par Mathieu Bock-Côté sur CNews la semaine dernière, suite aux dégradations et multiples attaques dont nos amis, les mêmes sans doute qu'à Nice, nous font l'honneur de nous donner. Et je m'intéresse depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à la question du père, la mort du père notamment dans la société, ses causes et ses conséquences. Ce qui m'a amené à la fin de mes études, donc ça remonte déjà à 2007, à travailler sur la mort du père au cinéma, ce qui a donné ce livre-là, donc c'est mon premier livre qui est sorti en 2012, qui s'intitule « Le sang du père, un meurtre cinématographique ». Alors j'ai fait un peu la paix avec ce livre parce que je l'ai beaucoup détesté, c'est sans doute parce que c'est le premier, et quand on se relit, on trouve toujours des choses qui ne nous conviennent plus. Mais au moins on peut voir une espèce de progression, et on le réédite aujourd'hui. C'est un livre donc, dans lequel j'essaie de montrer en quoi la mort du père est sans doute prédit dans le cinéma, et je m'attarde sur les films d'Audiard, Audiard père et fils. En essayant d'expliquer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les films de Michel Audiard, donc le père, pour ceux les plus jeunes qui ne connaîtraient pas, c'est sans doute le plus grand dialoguiste du cinéma français. C'est grâce à lui que les Gabin, Ventura et autres grands acteurs ont pu avoir des dialogues si excellents et qui nous restent en tête encore aujourd'hui. Donc c'est Michel Audiard qui nous montrait à travers ces grandes figures masculines tout de même la fin de la figure du père dans la société française. Donc dans la société française d'après mai 68 notamment. Et je vous invite à regarder la scène, quand vous rentrerez chez vous, la scène qui se passe dans la cuisine, dans Les Tontons Flingueurs. Vous avez Lino Ventura, vous avez Jean Lefebvre, vous avez Francis Blanche. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils beurrent des tartines. Et ils boivent des vieilles liqueurs, pour oublier qu'en fait la jeunesse, qui est déjà féminisée, elle est dans le salon. Elle est en train de créer le monde de demain. Donc c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre-là. Et puis mes études finissant, j'ai eu un petit poste d'enseignant-chercheur à l'université de Lorraine, poste qu'on m'a retiré pour les mêmes raisons qu'on essaie d'embêter Florent et la librairie. Donc grâce à cela, c'est pour ça s'ils me regardent aujourd'hui, je leur dis merci, grâce à cela je suis sorti du cinéma et j'ai essayé d'analyser la mort du père dans la société hors cinéma, si vous voulez. Donc ce qu'on appelle pompeusement l'anthropologie fondamentale, ça veut simplement dire, ils inventent toujours des termes assez incroyables, ça veut simplement dire que vous allez utiliser la sociologie, l'anthropologie, donc les systèmes familiaux, les systèmes politiques et les systèmes religieux, et j'ai essayé, grâce à ce temps libre qui m'avait été donné, de voir comment la mort du père était née déjà, vraiment la mort, pas la figure masculine, vraiment la figure du père était née dans les sociétés humaines, et comment on arrive à une espèce de déliquescence aujourd'hui. Donc ça donne ce livre-là, Ce sang qui nous lie, donc qui est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et qui essaie de retracer l'histoire, si on veut, de la figure du père. Alors en travaillant sur ce livre à l'époque, qui m'a mis, je pense, presque 10 ans en fait, avant de pouvoir accoucher de quelque chose, 10 ans de recherche et 9 mois d'écriture, eh bien, j'étais pas forcément sûr de sortir un livre à l'époque. C'est un sujet qui me passionnait, donc je voulais avant tout travailler sur ce sujet. Et le déclic qui m'a fait me dire, bah écoute, il faut sortir un livre, c'est une grille de lecture que j'ai proposée, que j'appelle la grille des 3 systèmes primordiaux. Moi aussi, j'invente des termes comme ça pour faire universitaire, finalement. Et en réalité, c'est parce que j'analyse la figure du père dans 3 niveaux différents, qui me semblent être les 3 niveaux à mettre en cohérence pour comprendre si nous sommes dans une société patriarcale ou si nous sommes dans une société autre, par exemple matriarcale, ou des mix, enfin, tout est possible.
Et donc c'est analyser la figure du père dans la famille, dans la politique et dans le religieux. Et je me suis rendu compte d'une chose étonnante avec ces grilles de lecture, c'est que le monde que j'ai découvert en lisant les anthropologues, les grandes monographies sur le monde primitif, le monde archaïque, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien je me suis rendu compte que oui, il y avait une figure masculine, mais qu'elle était rarement le père tel qu'on l'entend aujourd'hui. Je parle souvent d'une tribu qui s'appelle les Trobriandais, mais il y en a énormément d'autres, évidemment, où le père biologique n'est pas le chef de la famille. Et évidemment, l'enfant va avoir une relation avec un être masculin, mais c'est souvent le frère de la mère, c'est l'oncle maternel. Ça a donné plus tard en latin le terme qui donne oncle encore aujourd'hui. La racine même du mot oncle, ça veut dire le frère de la mère. Ce qui montre bien qu'il y a des racines matriarcales dans ce terme. Et en réalité, ils appelaient ça la personne qui jouait le rôle du père, mais qui n'était pas le père biologique. Ils appelaient ça le tama, donc T-A-M-A. Et c'est intraduisible, mais si on voulait un peu traduire, ça voudrait dire la relation de l'enfant avec un être masculin. Ça va être la figure un peu masculine qui va un peu essayer de sortir l'enfant du cocon maternel de ce monde-là. Donc ensuite, je suis allé voir, je fais vraiment très court, parce qu'après Florent va poser des questions et on pourra aller plus en détail. Ensuite, au niveau du politique, je me suis rendu compte d'une chose intéressante, grâce à mes lectures de René Girard, qui est un auteur vraiment, je vous conseille vraiment de vous y plancher, si vous ne connaissez pas. Vous avez des conférences, notamment sur Internet, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire, et qui sont absolument brillantissimes. Donc René Girard est né le 25 décembre 1923, et il est mort il y a 5 ou 6 ans seulement, absolument inconnu en France jusque dans les années 90. Et il a fait toute sa carrière aux États-Unis, ce qui montre bien quand même un défaut dans notre université française, c'est qu'un génie comme ça, on n'a pas su le mettre en avant. Il est rentré à l'Académie française grâce à Michel Serres, mais il était déjà très vieux et son œuvre était déjà derrière lui. En tout cas, ces livres m'ont permis de comprendre une chose, c'est que le chef de la tribu, donc si on regarde vraiment nos sociétés primitives, il y avait un chef, c'est vrai, il y a un chef, c'est un homme, mais je me suis rendu compte que cet homme-là n'avait pas vraiment le rôle de père de la tribu ou père de la nation tel qu'on pourrait l'entendre, parce que, comme nous l'explique René Girard, comme la figure du père, alors Girard ne dit pas ça, il va dire seulement la fin, mais là c'est moi qui utilise Girard comme je l'entends. Comme il n'y a pas de figure de père au sein de la famille, il va y avoir ce que René Girard appelle un désir mimétique. Ça veut dire que la loi n'étant pas incarnée, vous avez tous des familles comme ça autour de vous, chacun va vouloir commander la famille. Donc chacun va vouloir avoir le désir de commander. Ça peut être tout bête, c'est moi qui ai la télécommande ce soir, ou c'est moi qui fais ceci, ou c'est moi qui commande cela, etc. Et il va se créer au sein des familles ce que Girard appelle encore une fois une rivalité mimétique, c'est-à-dire que, si vous voulez, la mayonnaise va monter, on va monter aux extrêmes, et ça va créer beaucoup de violence au sein des familles. Il y a beaucoup de violence intrafamiliale aujourd'hui, et moi je pense vraiment que ça vient de là, ça vient de la mort de la figure du père, et donc de la fin des hiérarchies au sein des familles. Et si on transpose cette chose-là au niveau politique et au niveau social, on se rend compte qu'il va y avoir ce que Girard appelle une crise sacrificielle. C'est un grand mot, encore une fois, qui veut simplement dire que le désir mimétique va être en contagion dans toute la tribu, mais ça marche à toutes les échelles, dans le monde de l'entreprise, dans la nation, dans tous les groupes, même ici ça pourrait fonctionner, si on regardait 5 minutes comment ça se passe, dans tout groupe humain, il y a un besoin de hiérarchie, besoin d'ordre, besoin de loi, besoin de qui fait quoi, qui commande, qui est subalterne, etc. Et comme dans ces communautés primitives, le père était absent, le père vraiment biologique, celui qui incarne vraiment le rôle du père était absent, et bien il va y avoir cette crise sacrificielle, donc une indifférenciation des rôles. On connaît beaucoup ça aujourd'hui, l'homme indifférencié à la femme, le maître est indifférencié à l'élève, demain l'homme sera indifférencié au robot, en fait c'est l'homo deus, l'homme est indifférencié à Dieu en bout de course, c'est ça. Eh bien, il va y avoir donc c'est la guerre du tous contre tous, en gros, pour faire très simple. Chacun va vouloir commander la tribu, et tout le monde va s'entre-dévorer, si vous voulez, c'est ce que Hobbes appelait la guerre du tous contre tous. Et Girard nous explique une chose, c'est qu'il y a 2 manières de sortir de ce problème. Soit c'est l'autodestruction, c'est-à-dire qu'on va tous, imaginons tout le monde ici veut le micro, on va tous mourir, mais personne n'aura le micro. Ou alors, on va dessiner ce que Girard appelle un bouc émissaire,
C'est-à-dire on passe de la guerre du tous contre tous à celle du tous contre un. Alors c'est un processus inconscient, mais qui a fonctionné des dizaines et des centaines de milliers de fois, et qui n'a pas fonctionné d'ailleurs des dizaines et des centaines de milliers de fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve dans des recherches archéologiques des tribus qu'on ne connaissait pas et qui se sont, on le voit aujourd'hui grâce à Girard qui a éclairé tout ça, hein. On voit aujourd'hui que des tribus se sont entre-dévorées. C'est lui vraiment qui a permis de comprendre ça. Eh bien, qui va se choisir la tribu comme bouc émissaire? Eh bien, vraiment, à des fois extrêmement nombreuses, ça va être le chef. Ça va être cet homme-là, en réalité. Pourquoi? C'est assez simple. Le bouc émissaire, comme c'est inscrit dans la Bible, pour ceux qui ont un peu l'habitude de lire les textes de l'Ancien Testament, le bouc émissaire, ça doit être celui qui est un peu comme nous. C'est-à-dire, le chef, il est quand même comme nous, il fait partie de la tribu, mais il doit être un petit peu différent quand même. Le chef est un peu différent, il est sur un piédestal. C'est très simple de désigner le chef comme responsable de tous nos problèmes. Ça marche très bien avec Macron aujourd'hui, ça marche dans votre entreprise avec votre chef, ça marche, vous trouverez des exemples sans aucun problème. Donc on va sacrifier le chef, et je me suis rendu compte qu'en réalité, cette image de père n'en était pas une, c'était pas le père de la nation, c'était vraiment un moyen pour la tribu de survivre et voilà, comme dit Girard, le sang coule, et c'est l'ordo ab chaos si vous voulez, le chaos est là, on va sacrifier le chef et un nouvel ordre va renaître. Évidemment, tout ça, c'est une vision cyclique, donc le chaos reviendra, puisque tant qu'il n'y a pas de chef, vraiment de père de la tribu ou père de la nation, eh bien, le cycle est reparti et ira à son terme. Alors ce sera peut-être pas le nouveau chef qui sera resacrifié, ce sera peut-être son fils ou son arrière-arrière-petit-fils. Il y a d'autres tribus qui font autre chose. Je vous donne un petit exemple. Il y a les Tupinamba, je crois. Oui, c'est ça, les Tupinamba, qui eux sont des anthropophages, c'est-à-dire des cannibales. Donc il y a beaucoup de guerres et ils prennent toujours un prisonnier. Le reste est mangé. Ils gardent un prisonnier et lui donnent une femme, une maison et un travail. Et c'est lui qui sera désigné, ou son fils, ou son arrière-arrière-petit-fils, comme bouc émissaire parfait, parce qu'il sera comme nous. Il aura une femme de la tribu, il aura des enfants, il aura un métier, il aura une maison à côté de la nôtre. Mais il sera un peu différent quand même, parce qu'il vient d'une autre tribu. Voilà. Il y a énormément d'exemples dans le monde primitif, et pas que. Et ensuite, j'ai regardé le troisième niveau, le niveau religieux, et je me suis rendu compte que c'était tout à fait en cohérence, puisque les croyances primitives sont beaucoup basées sur une vision cyclique du monde, et notamment la métempsychose. Métempsychose, c'est la croyance en la réincarnation. Et je vous donne le même exemple de ses amis Patupinamba Trobriandé. Il pensait que l'âme de la personne décédée allait se reposer dans une île qu'il voyait, parce qu'elle existe vraiment, c'est une île réelle, c'est pas une île fantasmée, et qu'une fois que cette âme s'était reposée, elle était revenue en jeunesse, elle allait directement s'insérer dans l'utérus d'une femme de la tribu, et elle était, l'enfant qui allait naître était forcément, dans leur croyance évidemment, la réincarnation d'une femme du clan maternel. Même si c'était un garçon, c'était la réincarnation, ah, t'as eu une grande-tante de tel clan, etc. Alors comment ils faisaient pour trouver? Ils regardaient les ressemblances physiques et puis les ressemblances de caractère. Donc c'est assez drôle, et aussi avec les animaux totems, quand ils voyaient ces ressemblances, ils disaient, toi, ton animal totem, ce sera le même que ton arrière-grand-mère, qui était connue pour faire ceci, cela. Voilà, donc c'est vraiment basé sur la volonté du cycle. Et donc, pour faire très simple, je me suis rendu compte donc, que cette architecture-là n'était pas patriarcale, elle était cyclique, basée sur un pouvoir extrêmement fort, non pas de la mère forcément, mais du clan maternel, très important, vision clanique du monde, et qu'elle menait à la violence et au sacrifice. Je vous fais vraiment très court, hein, il faudra qu'on creuse avec Florent tout à l'heure. Et c'est pour ça que je propose dans ce livre-là, pour la première fois, le concept de matriarcat sacrificiel, à savoir que quand le père est absent dans ces trois niveaux-là, la violence revient de manière systématique. Et ensuite, je me suis demandé si, après tout, est-ce que le patriarcat existe? C'était pas forcément gagné pour moi, en faisant mes recherches, j'étais vraiment pas sûr de mon coup. Et on peut se demander historiquement si ça a vraiment existé, mais en tout cas, les principes sont là. On peut trouver, par exemple, la famille patriarcale dans ce que propose le christianisme, avec une place de père qui est réelle, qui a une double vision, une vision, je dirais, basse, qui est un père enraciné dans la terre de ses pères à lui, qui a vraiment des valeurs, des mœurs, des traditions à transmettre à ses enfants,
et une vision plus transcendante, qui est, comme disait saint Thomas, le père de famille, c'est le lien direct avec Dieu le Père. Donc ça, j'ai trouvé vraiment là une figure de père intéressante, et je me suis rendu compte que quand cette figure de père existe, c'est que forcément, elle est complémentarisée par une figure de mère particulière. Donc mère de famille, évidemment. Et où nous avons une femme qui, elle aussi, a plusieurs comment dire, degrés d'action, un rôle vraiment particulier, la transmission des mœurs, de l'éducation, quelque chose aussi de religieux, c'est-à-dire la pratique religieuse qui passe plus par la mère que par le père. Donc on a vraiment, dans le livre je parle de la symbolique de la croix, on a vraiment quelque chose de très très complémentaire, mais qui est basé sur la présence de ce père. Si ce père n'est pas là, si vous voulez, c'est comme si le tronc n'est pas là, les branches ne peuvent pas pousser, ne peuvent pas exister, et les fruits non plus. Ensuite, au niveau 2, au niveau politique, bah évidemment, ça paraît tout simple une fois qu'on le dit, mais c'est évidemment la figure du roi de France. Pourquoi? Parce qu'il est le père de la nation, mais il est aussi surtout représentant d'une autre figure qui, elle, est vraiment le roi de France, qui est le Christ, qui est Dieu en réalité. Le roi de France, c'était le représentant de Dieu sur terre. Et au niveau 3, niveau religieux, bah, on n'a pas du tout ces croyances cycliques de métempsychose. On a ce qu'on appelle, encore une fois un terme pompeux, un dualisme métaphysique, vous m'excuserez, mais ça veut simplement dire qu'il y a un créateur et une créature. Les deux ne sont pas liés par autre chose que par l'amour divin, donc le recours au sacrifice n'a pas de sens, sachant qu'en plus Dieu s'est sacrifié pour les hommes. Donc on a vraiment deux mondes. Il faut imaginer deux grandes autoroutes, une autoroute matriarcale qui mène à la violence, et une autoroute patriarcale, comme je viens d'essayer de l'expliquer, qui permet, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais qui permet une société apaisée, parce qu'il y a de la hiérarchie, il y a de l'ordre, chacun est à peu près là où il doit être, et il n'y a pas d'indifférenciation généralisée. Donc c'est ce qui a donné ce livre-là. Ensuite, en continuant mes travaux, j'avais lu ce livre avant d'écrire celui-ci, qui est le livre de Monseigneur de Lassus, L'Esprit familial, qui est un chef-d'œuvre absolu que vous devez absolument lire, que nous avons décidé de rééditer aux éditions du Verbe Haut, et pour lequel j'avais écrit la préface, donc qui s'intitule de manière un peu provocatrice, je l'avoue, je changerai peut-être le titre aujourd'hui, mais qui s'appelle « L'éloge du patriarcat », qui est le titre de la conférence. Où vraiment là, si vous vous intéressez uniquement à tout ce qui est système familial, qu'est-ce qu'est un système familial patriarcal, de souche, nucléaire, etc., c'est vers ce livre-là qu'il faut aller. Ensuite, là c'est une lecture qui m'est venue après l'écriture de ce livre et la réédition de celui-là, qui est le livre de Monseigneur Gaume, qui était un livre qui était passé totalement aux oubliettes, qui s'appelle « Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain ». Et bien, pour moi, c'était assez exceptionnel de lire ce livre, parce que ça a conforté ma thèse de ce livre-là, c'est-à-dire que, alors, Monseigneur Gaume a d'autres termes, évidemment, mais il montre que moins il y a de pratique du christianisme, et bien plus le sacrifice humain revient, avec exemple à la clé. Et il fait un tour du monde de la pratique sacrificielle dans l'Antiquité, et il montre comment ça revient une fois qu'on laisse le christianisme de côté. Ça devrait nous parler aujourd'hui. Et le petit dernier, qui est sorti en septembre 2022, qui s'intitule « La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain », donc qui est un clin d'œil évidemment à Monseigneur Gaume, où j'ai essayé d'écouter ce qu'on m'a dit, des retours de lecture, de lecteurs, etc. Et j'ai essayé de faire un livre vraiment didactique, synthétisé. L'objectif de ce livre-là, c'est un peu pensé comme un cours, si vous voulez, c'est qu'à la fin de la lecture, vous avez les références principales, les citations principales, les livres à lire principaux, les clés vraiment, les concepts clés des sujets du patriarcat, du matriarcat et du sacrifice. Voilà, ça peut être le livre par lequel il faudrait commencer, parce que c'est le plus travaillé dans le sens synthétisé. Là c'est plus développé, là c'est vraiment du brut, quoi, brut de pomme. Voilà un peu, j'espère avoir été assez clair et complet. Et je laisse Florent aux questions. Et voilà. Aide-moi. Je suis en train de suivre le micro, je les encourage. Bah, du coup, ce sera plus simple. Ah ouais, il fonctionne correctement. Ok, merci Sylvain.
Avant de commencer vraiment les questions-réponses, est-ce que tu peux nous faire une définition, qu'on s'entende sur les termes du sacré? Qu'est-ce que ça implique? Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés actuelles, on peut avoir l'impression que le terme est dévoyé, qu'on passe à côté de l'essentiel. Et donc, quelles conséquences du dévoiement de ce terme? Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Alors, ça me fait penser qu'évidemment, l'objectif de ce livre-là, ça a été de définir ce qu'est le patriarcat et le matriarcat, chose que j'ai oublié de vous dire. La définition du sacré, voilà, c'est une sacrée question. Il faudrait peut-être 15 jours et plusieurs intervenants pour répondre à la question. Dernièrement, il est sorti un livre de Sonia Mabrouk sur le sacré, donc j'avais écouté son entretien. En fait, chacun a sa définition. Moi, pour l'écriture de ce livre, je me suis basé vraiment sur ce qui fait consensus dans tous les grands auteurs qui ont écrit sur la question, et pas seulement des théologiens. J'ai été regarder les sociologues, les spécialistes des religions, des Mircea Eliade, des Durkheim, des gens comme ça, et on s'entend à peu près tous sur la chose que le sacré, c'est ce qui sépare. Ça vient de là, d'ailleurs, ça a donné séparé. Sacré, c'est ce qui sépare donc le divin du profane, le sacré du profane. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est comment... Moi, j'aime le concret. C'est comme ça, c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Quand on me dit ça, ça ne me suffit pas. Il faut que je comprenne comment ça marche. Donc, je suis allé voir comment est-ce qu'on rend quelque chose de sacré. Parce que si vous lisez Mircea Eliade ou même les monographies que vous retrouvez là, bah vous avez des peuples qui pensent qu'une pierre est sacrée. Pour nous, ce sera une pierre. Ma question, c'était comment ça se passe en gros pour que cette pierre devienne sacrée. Et donc en regardant l'étymologie, c'est sacrificare, c'est simplement sacrifier. C'est là où le lien est important à mon avis, c'est que ce qui est sacré, c'est ce qui est en rapport avec un sacrifice rituel. Et que ce soit le sacrifice d'une plante, d'un arbre, d'un animal ou d'un être humain. Ça c'est très important, on a toujours sacrifié des êtres humains. C'est pas très joyeux à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité humaine. Pourquoi? Parce que dans un monde qui a des croyances, il va falloir faire plaisir à ces dieux, ou alors avoir des demandes à ces dieux. C'est-à-dire que quand vous êtes une tribu quelconque, vous avez besoin vous savez que demain vous allez livrer bataille contre la tribu d'à côté, eh bien vous allez demander à vos dieux, à vos déesses, en fonction de vos croyances, de vous aider à gagner ce combat, et donc vous allez sacrifier quelque chose. Vous n'allez pas sacrifier des marguerites, il faut que ce soit quelque chose d'assez sérieux. Donc il y a deux concepts qui sont importants à comprendre pour le sacrifice, qui sont alliés, c'est la rareté et la pureté. Vous pouvez très bien sacrifier une plante, mais il faut que ce soit une plante rare, et peut-être une plante difficile d'accès par exemple, où vous risquez un peu votre vie pour pouvoir l'accueillir. Si vous avez une demande plus importante, vous allez sacrifier un animal. Ça va être un bouc, ce qui a donné le premier exemple du bouc émissaire. Et ça peut être un bébé, par exemple, un veau, parce que vous avez rareté et pureté. Et si vous avez vraiment quelque chose de très 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 sérieux à demander à votre Dieu, une réparation, vous avez fauté, vous êtes chef de tribu, vous avez fauté, vous avez une guerre énormissime à gagner, et bien là vous allez malheureusement sacrifier un être humain, et rareté et pureté. Alors il y a des degrés, encore une fois, aussi dans la pratique du sacrifice. On voit par exemple que les jumeaux dans le monde archaïque primitif, les jumeaux sont des figures souvent sacrifiées. Souvent on sacrifie les jumeaux du chef de tribu. Ça, je dis vraiment, le chef c'est une figure sacrificielle. Le chef de tribu en tout cas, tel que je l'ai présenté, c'est une figure sacrificielle, c'est souvent lui qu'on va sacrifier ou ses descendants. Ou vous allez sacrifier votre meilleur guerrier par exemple, ce qui peut paraître aberrant si vous avez une guerre à gagner, mais ça se fait assez souvent. Donc c'est ça le sacré, c'est quelque chose de très sérieux, c'est pas juste, comme je l'ai entendu dernièrement, avoir des idées spirituelles, ça ne suffit pas à comprendre ce qu'est le sacré. Le sacré a une réalité spirituelle, mais c'est une réalité charnelle, matérielle, qui est une pratique réelle. Si vous êtes croyant chrétien, quand vous allez à la messe le dimanche matin, vous assistez au retour du sacrifice non sanglant du Christ. Vous n'allez pas juste assister à une assemblée, à un pique-nique, c'est quelque chose de très sérieux. Donc si, à mon petit niveau, je définissais le sacré, je dirais que c'est ça. C'est au niveau spirituel ce qui sépare, c'est-à-dire ce qui sépare le ciel de la terre, pour faire très simple, et au niveau matériel, ce qui est sacrifié. Merci Sylvain.
Je voulais revenir du coup, en partant de ce constat-là, sur le féminin sacré dans les sociétés archaïques. Qu'est-ce qui explique la prédominance du féminin dans les sociétés archaïques? Qu'est-ce qui fait plutôt qu'il y a cette absence de père? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une absence de père? Ben, ça, c'est la question de l'œuf ou la poule, en réalité. Je n'ai pas forcément la réponse. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que ce monde sans père est très très cohérent. C'est pas du tout un bordel sans nom. C'est-à-dire que vous n'avez pas une tribu où il y a un chef de famille qui est là, dans toute la tribu, et le reste, c'est matriarcal. Non, c'est tout ou rien. Chose qui m'a vraiment surpris en étudiant ces tribus-là. Quand on voit la différence, c'est quand l'Europe commence à être christianisée, où les chrétiens vont essayer d'abolir les sacrifices, et là tout de suite, la figure du père de famille va apparaître telle qu'on la connaît nous. Alors les jeunes de la salle ne la connaissent plus, mais telle qu'on l'a connue en France à une certaine période, parce qu'on se rend compte vraiment concrètement que l'arrivée de cette figure du père, qui symbolise la loi, etc., sans tomber dans ce que les féministes racontent sur le patriarcat, ça c'est autre chose. Je ne sais pas si vous avez une question là-dessus, mais ce que les féministes appellent le patriarcat, c'est autre chose que j'analyse dans ce livre-là, qui existe, hein, mais ce n'est pas du tout du patriarcat. Donc c'est tout à fait logique que, et vous avez utilisé le bon terme, c'est le féminin qui est en rapport avec les sociétés primitives violentes, et pas la mère. Il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que la figure de la mère dans les communautés primitives, elle n'est pas plus libre, plus forte, plus tout ce que vous voulez. C'est pas rose tous les jours en réalité. Parce qu'on est dans un cocon matriarcal, mais c'est une prison pour tout le monde. C'est pas une prison que pour les pères ou pour les hommes. C'est une prison qui prend tout le monde dans son sein et qui amène de la violence pour tout le monde. C'est pas uniquement les pauvres hommes qui seraient là de côté et qui seraient martyrisés. Ça existait, il y a des livres qui racontaient ça, mais qui ont été balayés assez vite. Enfin, il y a assez longtemps maintenant. Donc il faut vraiment comprendre ça, le féminin, il y a beaucoup de livres sur le féminin ésotérique par exemple, lisez-en, vous verrez. Le féminin ésotérique, ça mène toujours autour du sacrifice humain. C'est la règle, c'est normal, parce qu'il y a cette architecture matriarcale qui oblige le retour du sacrifice, parce que sinon, vous allez vous entre-dévorer. Si vous voulez survivre, vous devez sacrifier. Vous devez remettre de la hiérarchie et du spirituel dans votre matérialité, si vous voulez. Donc vous devrez sacrifier quelqu'un, ou quelque chose. On sait par exemple que les Grecs et les Romains avaient recours au sacrifice humain, mais beaucoup moins que dans les périodes encore plus reculées. Il y a eu une espèce d'avancée tout de même, où on sacrifiait beaucoup plus des animaux que des êtres humains, même si encore une fois les êtres humains étaient quand même sacrifiés, et pas que dans les jeux de cirque, c'était souvent les prêtres ou les prêtresses qui avaient besoin de voir dans les entrailles d'un homme, d'une jeune vierge ou autre, pour voir l'avenir, sous demande du chef politique ou religieux. Donc c'est des pratiques qui ont eu lieu chez nous, hein. Enfin c'est pas que les Aztèques ou l'Orient qui a sacrifié des êtres humains, ça avait lieu chez nous, les druides sacrifiaient des êtres humains. Alors c'était hyper régulé, mais sous les soirs de pleine lune, quelque chose de très très ritualisé, mais on sacrifiait des êtres humains chez nous avant l'arrivée du christianisme. Dans le livre de Monseigneur Gaume, il y a des scènes avec des druidesses, moi je ne savais pas que ça existait avant d'avoir lu ce livre, qui allaient sur les champs de bataille, et qui allaient sacrifier sur le champ de bataille pour voir comment allait se terminer la bataille. Donc c'est un livre vraiment à lire. Vous ne lisez pas tout d'un coup parce que c'est quand même assez dur, mais au moins vous avez la réalité en face, c'est-à-dire que ça doit nous parler. Ça. On est en train d'abandonner le christianisme, et on s'étonne que la violence remonte. Il y a peut-être un lien à aller creuser dans tous ces textes-là. Ok, merci Sylvain. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient, c'est une petite aparté, mais ça m'a interpellé dans votre dernier livre, c'est l'aspect économique. Qu'est-ce que notre rapport à la dette, par exemple, dit de notre modèle de société, de même concernant la monnaie, notamment la matérialité de la monnaie. Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit d'une société? Alors ça, c'est un thème que j'ai abordé uniquement dans le dernier, parce que je n'avais pas assez travaillé sur ces questions avant l'année dernière. Et ce qui m'a motivé à passer un coup de collier sur ce thème de l'économie, c'est évidemment
le Covid et tout ce qu'on a entendu comme délire et comme réalité sur le grand reset. Donc je suis allé chercher dans les textes, pas du Forum de Davos, hein, dans les textes économiques qui datent de bien avant, et on se rend compte d'une chose. Dans ma grille de lecture, c'était vraiment passionnant de m'intéresser à ça, parce qu'on se rend compte que l'économie, contrairement à ce que j'avais appris à l'école, et maintenant les économistes dénoncent ce qu'on apprend encore aujourd'hui à l'école, enfin, c'est encore tout un système particulier. Moi j'avais appris que oui, la main invisible, Adam Smith, etc., c'est-à-dire que l'économie se gère elle-même, et puis c'est l'économie qui apportera la paix, etc. Vous avez tous appris ça à l'école. Et en réalité, avec le don contre don, vous savez, je te donne une poire, tu me donnes un outil, enfin moi j'étais resté là-dessus. Ça c'est totalement faux, ça n'a existé dans le monde primitif, archaïque, que dans des périodes de crise. C'est-à-dire que dans les périodes de crise sacrificielle dont on a parlé, quand il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde se tape dessus, s'entre-dévore, là oui, effectivement, je te donne une pomme, tu me donnes autre chose. Ça fonctionne. Mais c'est des économies de courte durée, des économies de crise. En réalité, il y a toujours eu, dans les communautés primitives, comme aujourd'hui, il y a une espèce de retour en arrière incroyable. Il y a toujours eu la pratique de la dette. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique pour des films, pour des documentaires. Il me montrait, par exemple au Togo, la première monnaie c'était un petit caillou blanc qu'on trouve partout par terre. Non pas parce que le caillou est sacré, parce qu'en fait le caillou représente une dette que vous devez à quelqu'un. Exemple, je vous donne, je vous le donne pas du coup, je vous vends quelque chose, et vous en échange, vous me donnez ce petit caillou qui va symboliser votre dette. Peut-être que vous me rendrez jamais rien, mais en tout cas la dette, elle est là, elle est virtuelle. C'est un monde très très virtuel, très très cyclique, qui est assez passionnant à étudier. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu une patriarcalisation de la monnaie, enfin de l'économie, avec la création de la monnaie. C'est-à-dire que petit à petit, votre dette va se retrouver dans une pièce, puis dans un billet, puis on arrive à quelque chose que vous connaîtrez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez acheter un livre, vous allez donner votre billet, il n'y a pas de dette. C'est quasiment patriarcalisé, si vous voulez. C'est concret. Vous allez donner votre billet de 20 €, vous avez eu votre livre. La dette est close. Maintenant, comme je le dis depuis ce livre-là, ce qu'on appelle le progrès, c'est un gigantesque retour en arrière, et pour l'économie aussi. C'est-à-dire qu'on retombe dans des économies virtuelles, où les lignes de compte sur vos comptes bancaires, ce ne sont que des lignes virtuelles. L'argent n'existe plus. Ce qu'a voulu faire le Forum de Davos sans tomber dans des trucs incroyables, hein, c'est tout à fait économiquement conceptualisé depuis très longtemps, depuis quelqu'un qui s'appelle Schumpeter, ça s'appelle la Schumpeterisation de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut détruire tout ce qui existe, vision cyclique, vous détruisez l'économie en place pour en créer une nouvelle. C'est aussi simple que ça. C'est ça en fait le grand projet de Klaus Schwab, c'est de détruire l'économie incarnée. Moi, dans ma grille de lecture, je dirais patriarcalisée. Si vous voulez, vous avez une petite boutique, vous faites chier le monde, les gars. Vous vendez un truc contre de la monnaie, ça ne nous intéresse pas. Il faut disparaître. Et à la place, on va créer quelque chose de virtuel. Peut-être avec un robot qui vous sert, ou vous appuyez sur un bouton, vous payez avec votre montre. Et là, on est retourné, on ne va pas vers quelque chose de supérieur, d'avancé, du progrès, d'incroyablement positif. On retourne à un monde, technologie en plus, évidemment, un monde archaïque, où l'économie est uniquement virtuelle. Donc c'est assez passionnant de voir que tout tient en réalité, puis après dans le livre vous verrez que même les termes de dette, quand on fait de l'étymologie, même les termes de dette renvoient vers le sacrifice, renvoient vers la violence et vers le sacrifice. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur cette question-là, parce que quand vous avez une dette envers quelqu'un, si on creuse de manière spirituelle, vous allez devoir plus que de l'argent à cette personne. Vous allez devoir, alors les communautés primitives pensaient que vous deviez votre âme, vous deviez sacrifier quelqu'un, etc. Mais est-ce que nous, on n'est pas un peu dans ce système-là? Ce sera une question, je laisse à votre sagacité, mais avoir une dette telle qu'elle est aujourd'hui, ça n'est pas juste avoir une dette, c'est quelque chose de plus conséquent et qui nous entraîne dans des choses plus spirituelles qu'il n'y paraît. L'économie, c'est du matériel, comme j'ai dit, mais le fait que ce soit virtualisé, on retombe dans des choses assez religieuses. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Plus que spirituelle, religieuse, dans le sens total du terme. Qu'est-ce qui va nous relier entre nous, si ce n'est que de la dette? C'est une bonne question. Merci. Est-ce que, à ce niveau d'avancement de la conférence, quelqu'un a une question? Non?
Ok, on va continuer. Donc on a vu que les sociétés archaïques étaient éminemment matriarcales, et cependant, entre ces sociétés archaïques et notre monde chrétien, il y a eu une espèce de pont qui a été fait, une sortie progressive du matriarcat, par trois exemples, par l'exemple grec, par l'exemple romain et par le judaïsme mosaïque. On reviendra sur le judaïsme post-chrétien tout à l'heure, mais en ce qui concerne le judaïsme mosaïque, il est intéressant à étudier en ce mouvement du matriarcat vers le patriarcat, bien que ce soit incomplet. Est-ce que vous pouvez nous développer ces trois exemples et nous dire en quoi ils sont incomplets et en quoi ils sont malgré tout une avancée? Alors, je vais essayer de faire court. Dans mes travaux, donc j'essaie d'expliquer qu'il y a, comme je vous ai dit, une patriarcalisation du monde. C'est un mot assez moche, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Ça se fait vraiment par étapes. J'ai pris trois exemples qui viennent d'être énoncés. Donc si on regarde, j'ai pris trois exemples que ça correspond aux trois niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va prendre le niveau le plus bas, c'est-à-dire le système familial, avec Rome. Rome est l'invention du pater familial, tout simplement. Qu'est-ce que c'est cette notion? C'est une notion juridique qui va avoir un rôle qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui va avoir un rôle c'est comme ça que c'est énoncé vraiment dans les textes, hein, d'intégration des différences. Alors quand on parlait d'indifférenciation, c'est assez important, ça veut dire que cette figure du pater familia, qui est en général, pour faire très simple, le plus âgé d'une fratrie vraiment élargie, eh bien, son travail, ça va être d'essayer de réduire au maximum la violence dans son clan. Alors ça marche tout de même assez mal, il faut être honnête, mais en tout cas, il y a eu cette tentative juridique, donc c'est très intéressant, sur le système familial vraiment. Donc il y a eu une conscience européenne de voir que quand le système familial ne tient pas autour de la figure d'un homme, d'un père, eh bien c'est potentiellement beaucoup de violence. Donc ça, c'est la première avancée. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner jusqu'au bout parce que l'époque dans laquelle est fondée cette avancée juridique, c'est un monde qui n'est pas encore christianisé. Donc vous avez encore beaucoup de croyances cycliques. Vous avez encore la croyance en la métempsychose, vous avez encore de la pratique du sacrifice humain. Donc ça ne peut évidemment pas fonctionner. Mais ce qu'on a appelé l'helléno-christianisme, on sent que ça commence à arriver comme ça. Ensuite, sur le niveau 2, niveau politique, on a évidemment en Grèce l'invention, que ça nous plaise ou pas, moi je ne suis pas démocrate, mais en tout cas l'invention de la démocratie, en tout cas de l'idée de la démocratie, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, mais l'idée a été lancée. Et si vous regardez ce qu'est la démocratie, prenons l'exemple de nos dernières élections ou des prochaines, ce sera exactement la même chose. On va subir quelque chose d'extrêmement violent, c'est une indifférenciation généralisée à l'échelle de toute la nation, de tous les individus en âge de voter. C'est la seule différenciation qui existe. C'est-à-dire, au-delà de 18 ans, on est tous indifférenciés. Que vous soyez scientifique, médecin, anthropologue, ou rien, ou plus, ou moins, votre voix, votre individu est égal à une voix, vous êtes indifférencié. Et vous allez devoir choisir qui va vous gouverner, quel est le chef que vous allez pouvoir resacrifier 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, en fonction de votre courage, et qui va porter sur lui tout le poids de vos problèmes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on le vit encore plus aujourd'hui qu'au mandat précédent, c'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui ont dit votons Macron et combattons-le. Ça, c'est vraiment c'est la démocratie en bout de course, quoi, si vous voulez. C'est l'indifférenciation généralisée, on va se désigner consciemment notre bouc émissaire. Votons pour celui contre qui on va gueuler pendant 5 ans. Exceptionnel. Vraiment, là, c'est la NUPES qui a inventé ça, c'est assez génial. Mais il y a une avancée quand même, parce que au lieu de sacrifier votre chef, donc avec l'image de Brutus qui va mettre le dernier coup de poignard, là vous allez voter. On ne peut pas dire quand même que ce soit la même chose. Le sang ne va pas couler, c'est des mondes en tension quand il y a des élections, mais il y a quand même très peu de gens qui se tuent parce qu'ils ne sont pas d'accord. On n'en est pas encore là. Il y a des débats, c'est la France, on aime bien débattre, etc. Mais on a quand même réussi une avancée, c'est-à-dire que le sang ne coule pas, donc il n'y a plus sacrifice sanglant, il y a sacrifice symbolique avec cette désignation que vous allez mettre dans l'urne. En plus, vous êtes caché, hein, tout ça est symboliquement très important. Vous n'êtes pas obligé d'être caché quand vous allez voter. Ça, c'est vraiment une mise en scène qui montre qu'il y a quelque chose de sacré en faisant ça.
Vous vous mettez dans l'urne, vous êtes tout seul face à votre bulletin, là vous allez choisir votre prochain bouc émissaire. Vous pourriez très bien le choisir et le mettre comme ça devant tout le monde. Non, vous êtes tout seul. Tout ça, c'est très important, tous les symboles qui sont mis en place. Et vous allez désigner votre prochain bouc émissaire. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, et je pense que plus on avancera, et plus on sera dans cette chose-là. Donc, niveau 1, le pater familia, une avancée. Niveau 2, l'idée de la démocratie, qui est quand même une avancée incomplète, parce que, même problème que pour la Rome antique, en Grèce, à l'époque-là, où vous aviez encore recours au sacrifice humain, ça n'était pas christianisé. Vous étiez dans ce qu'on appelle un monisme, c'est-à-dire que vous pensiez que le monde du ciel et le monde de la terre étaient le même, c'était le même corps. Donc ça ne peut pas fonctionner jusqu'au bout, mais c'est une avancée. Ensuite, il y a une avancée spirituelle, c'est évidemment dans l'Ancien Testament, dans la Bible, avec le mosaïsme, où Moïse va interdire clairement la pratique du sacrifice humain. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 3 sujets. Je prends un exemple à chaque fois, on est bien d'accord. Va interdire la pratique du sacrifice humain, en disant que ceux qui sacrifient des êtres humains, ce sont les méchants païens qui sont autour. Nous, on attend Dieu qui va se sacrifier pour nous. On attend le Messie. Donc on ne peut pas nous-mêmes sacrifier un homme. Ça ne tient pas, il faut un peu de logique. En revanche, on va continuer à sacrifier des animaux. Moïse a dit, quand vous êtes sur le marché, j'ai oublié le nom du marché, vous m'excuserez, mais il y a du sacrifice animal très régulièrement. Moïse lui-même, quand on sacrifie le bouc, donc pour symboliser le bouc émissaire, et pour préfigurer l'arrivée du Messie et le sacrifice du Christ, trempe ses mains dans le bouc et asperge la foule avec le sang du bouc. Ça peut paraître, vous avez tout à fait raison, ça peut paraître un peu, un peu violent, archaïque, mais c'est normal. L'objectif de Moïse, quand vous lisez vraiment, c'est comment est-ce que ce peuple peut se souvenir que dans plusieurs siècles va arriver le Messie? Comment est-ce qu'on peut encore leur faire comprendre ça? Là, je vous invite à lire, je ne sais pas si vous l'avez ici, les livres des abbés Lehmann sur le messianisme, qui expliquent vraiment ça. C'est-à-dire que dans les élites juives de l'époque, il y a eu une sorte de dégénérescence et la tradition orale n'était plus vraiment transmise. Et donc Moïse a essayé de mettre des lois le plus possible pour qu'au moins la pratique et l'idée de ce sacrifice qui allait venir par le Messie soit encore un petit peu dans la tête des Juifs de l'époque. Enfin, des Juifs de l'époque qui viendra plutôt. Donc là, vous avez une avancée dans l'Ancien Testament qui est, on va annoncer la venue de Dieu sur terre quand même, ce qui n'est pas rien. Donc c'est une incarnation énorme. Donc l'incarnation, c'est vraiment le premier principe, je ne vous l'ai pas dit, je crois au début, ça, le premier principe du patriarcat, c'est l'incarnation. Un père incarné dans ces 3 niveaux, quand en face, vous avez l'indifférenciation. Donc quand vous avez les prophètes dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie, c'est une avancée énorme. C'est une avancée même exceptionnelle, même en termes de texte, de littérature, c'est assez énorme. Et vous avez cette idée que Dieu va venir se sacrifier pour les hommes. Ça, vous l'avez dans l'Ancien Testament, vous l'avez dans les psaumes. Et donc là, il n'y a que le judaïsme, évidemment, qui va dans cette optique-là. Donc au niveau 3, une avancée grâce à l'Ancien Testament. Donc vous avez les 3 niveaux de ce qu'on a appelé plus tard, je crois, l'helléno-christianisme finalement. C'est-à-dire ces 3 niveaux rassemblés qui permettent petit à petit la christianisation de l'Europe et l'avènement potentiel d'un monde sur architecture patriarcale, donc potentiellement un monde de paix. Je cite, je crois que c'est dans Ce sang qui nous lie, quand en France, le premier roi, il y a un roi à un moment donné qui dit ça c'est un très bon exemple pour comprendre ce qu'est le patriarcat. Je crois que c'est Pépin le Bref, mais il faudrait vérifier dans le livre. Qui demande non, c'est le pape qui lui dit, il lui dit, écoutez, vous venez d'être roi, mais je ne vais pas seulement vous bénir vous, je vais sacrer toute la famille. Pourquoi? Parce que ça va empêcher un membre de votre famille de vouloir vous assassiner pour prendre le pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment un patriarcat qui s'instaure que les tentatives d'assassinat du roi vont être arrêtées jusqu'à Ravaillac, je crois. Encore une fois, à vérifier dans le livre, il y a une période énorme, sans tentative une seule, d'assassinat du roi, parce que celui qui tuait le roi, c'est celui qui devenait roi dans le monde païen. Parce que la souveraineté du pouvoir ne venait pas du tout des mêmes idées. Mais je pense si je commence à parler de ça, on va s'égarer un peu, sauf si vous avez des questions là-dessus. Mais la figure du roi païen est très intéressante aussi. Michel Rouge, qui est un historien français très méconnu également, parlait du roi sacrificiel. Moi, j'ai vu ça après.
Donc c'est quelque chose qui a retenu mon attention évidemment et qui a confirmé que le roi hors du christianisme a une propension à être sacrifié, qu'il soit dans le monde antique, dans le monde païen européen, dans le monde archaïque ou ce que vous voulez. Vous me dites si je fais trop long, hein, surtout. Merci Sylvain. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce qui fait l'exception chrétienne, justement, et notamment du fait que le christianisme va sublimer en fait ces trois niveaux dont tu nous parles, et développer sur l'Eucharistie, le renouvellement non sanglant donc du sacrifice du Christ, et en quoi du coup c'est une façon aussi d'abolir la pratique matérielle du sacrifice. J'en ai finalement déjà un peu parlé, mais pour faire vraiment technique, la famille, je dirais la famille catholique, parce que maintenant, famille chrétienne, ça ne veut plus forcément rien dire, enfin ça veut dire quelque chose, mais il n'y a plus forcément d'unité, comme à une certaine période. La famille catholique se base sur un système familial très particulier, qui est le système nucléaire différencié. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le rôle du père est différencié du rôle de la mère, et les deux sont différenciés du rôle des enfants. L'enfant roi, par exemple, n'a aucun sens, c'est même inconcevable dans une famille catholique, j'aimerais dire traditionnelle. Enfin, maintenant, il faut rajouter toujours traditionnel pour se faire comprendre. Mais c'est un système très important parce que si vous regardez par exemple la Révolution française, chaque système politique s'appuie sur un système familial. C'est aussi pour ça que les trois niveaux sont importants, parce que le système politique s'appuie sur ce système familial et s'appuie sur un système religieux qui est pratiqué par le système familial. Et bien, si vous regardez les révolutionnaires, ils vont s'appuyer sur un système familial qui était présent en France, beaucoup dans le bassin parisien, qui était un système très très proche du système catholique, qui était le système nucléaire indifférencié, d'autres diraient libéral, d'autres diraient bourgeois. Qu'est-ce que c'était que ce système ? C'était un système qui avait compris, la Révolution avait fait son œuvre déjà depuis bien longtemps, notamment à la Renaissance, que, après tout, pour faire très simple, puisqu'on n'obéit plus à Dieu, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à obéir au père de famille ? Après tout, ça n'a plus trop de sens. Donc ce sont des familles assez libérales, où le père de famille est déjà quasiment uniquement celui qui ramène l'argent dans le foyer, et c'est à peu près tout. Donc il y a une énorme libéralité dans tous les sens du terme, au niveau des mœurs, notamment, ça vient de la Renaissance, ça vient dès François Ier, ça, la libération des mœurs élitaires, et puis ça tombe ensuite dans les familles. Et puis les enfants ont un rôle vraiment très très important, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à choisir. Ils vont commencer à dire « je veux ceci, je veux cela, je veux faire ce métier, je ne veux pas faire le même métier que toi, papa, ni que grand-papa, ni que arrière-grand-papa ». Et puis ça va commencer je dirais, à se déliter petit à petit dans cette famille bourgeoise, on va dire. Mais le fait pour la Révolution de s'appuyer sur cette famille-là pour prendre le pouvoir, c'est le système familial qui va évidemment se développer de plus en plus en France, pour être le système extrêmement majoritaire aujourd'hui. Le système dont je vous parlais avant, il faudrait vraiment des études poussées, mais il existe encore, mais il existe parce que vous allez vous rendre chez quelqu'un et vous allez voir, ah tiens, ça marche encore comme il y a 150 ans, ou même 70 ans, ce qui est en fait une anomalie par rapport au système global. Pardon. Par rapport au système global. Je voulais vous dire autre chose sur la famille, mais ça me reviendra peut-être. Quelle était la suite ? La suite. Tu nous parles un petit peu là, de la Révolution française, qui est un petit peu le stade terminal en fait de la tentative de démantèlement du patriarcat. J'ai trouvé. Excuse-moi, sinon ça va partir et je vais oublier. Il y a un point très important qui se passe dans le système familial pendant la Révolution française, c'est le retour de ce qu'on appelle la tanistrie. Tanistrie, c'est inconnu, je vous rassure, personne ne connaît ça. C'est un système qui vient de l'Antiquité, du paganisme, c'est-à-dire que la tanistrie c'est un système d'héritage. Vous allez donner exactement la même chose à tous vos enfants. Il y a même un système de tanistrie qui est incroyable, c'est que vous allez donner la même chose à tout le monde, sauf au premier fils qui n'aura rien. C'est un système qui avait beaucoup lieu. Ce système-là, c'était plutôt au nord, vers l'Irlande et l'Écosse. Et les révolutionnaires vont remettre ce système en place, sans l'appeler tanistrie, parce que c'était sans doute trop chiant comme terme, mais il fallait
obligation de léguer la même chose à ses enfants de manière égale, équitable. Vous savez, on est tous libres et égaux, etc. Vous connaissez la formule, sous l'égide de l'être suprême, évidemment. Et qu'est-ce que ça va créer, ça? On pourrait se dire, bah, après tout, c'est génial, c'est normal, tous mes enfants vont avoir la même chose. Et quand vous êtes dans un monde à 99,9%, voire 99 paysans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lopin de terre, vous allez le diviser en 10? Non, c'est impossible. Donc on va commencer à faire de moins en moins d'enfants à partir de la Révolution française, parce que eh bien, le lopin de terre, on ne peut pas le diviser en 10, sinon tout le monde va mourir. Donc on va faire 3, 4 enfants. Donc il va y avoir une pratique de plus en plus énorme de l'avortement. Pas comme aujourd'hui, mais c'était des choses qui existent depuis toujours, l'avortement. Mais des choses très très violentes. En se disant, mais attends, mais qu'est-ce que je vais lui léguer à celui qui arrive là? Il n'y a plus rien. Le lopin de terre, c'est un monde fini. Donc c'est terminé, on arrête là. Donc on commence à être une dénatalisation de la France à partir de la Révolution française avec cette idée qui est une idée qui pourrait nous paraître aujourd'hui en 2023, ça paraît dingue de dire mais on va pas être contre le fait de donner la même chose à tous ces enfants, ça paraît fou. Mais en fait c'est ça qui provoque la fin de la grande population française. Alors c'est petit à petit évidemment. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je vous dise. Le stade final d'élitement et d'attaque sur le patriarcat, c'est la République. Mais avant ça, on a deux exemples. On peut considérer le christianisme comme le sommet, on va dire, du patriarcat, qui est entré dans une phase, qui a été attaquée, qui est entré dans une sorte de phase descendante par le judaïsme post-chrétien. Avec la Kabbale, le noachisme, le Talmud, et dans un second temps avec l'islam. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du judaïsme post-chrétien et de l'islam, et en quoi en fait ces systèmes-là sont une réintroduction en fait d'une notion matriarcale, contrairement à ce qu'on pourrait penser? En fait, il y a trois grandes avancées qui sont... il ne s'agit pas de dire que les Juifs dirigent le monde, ça n'a strictement rien à voir. Quand moi j'ai travaillé sur tout ça, je me suis intéressé à toutes les religions, et pourquoi pas le judaïsme. Donc je me suis intéressé également au judaïsme, comme à l'islam, comme au bouddhisme, mais j'en parle pas, j'en parlerai sans doute dans le prochain. Donc, mais il y a trois grandes choses. C'est-à-dire que si on prend un par un, je pense qu'on ne comprend pas ce qui se passe. La première chose à comprendre, c'est le retour du matriarcat dans les élites européennes à la Renaissance. Donc, comme je le disais dès François Ier, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une opulence énorme, évidemment, à cette période-là, et on va être attiré par un concept qui n'avait pas du tout sa place dans les monarchies françaises, c'est le luxe. C'est quelque chose qui n'était pas du tout présent dans les anciennes monarchies. Il y avait du bien vivre, il y avait tout ce que vous voulez. Le luxe, c'est autre chose. Le luxe, c'est... Vous avez 3-4 maîtresses, il faut un collier, il faut 3 colliers, il faut 10 colliers. Ça, c'est du luxe. On a tous les chiffres dans un livre de Werner Sombart, qui est un sociologue allemand, encore une fois, malheureusement assez méconnu, qui explique ça dans un livre qui s'appelle Amour, luxe et capitalisme. Et on se rend compte que le capitalisme naît à cette période-là, au niveau élitaire. Comment ça se passe? François Ier et tous ses collègues, on va dire, aimaient beaucoup la compagnie des femmes, donc ils avaient une femme, 2 maîtresses, 3 maîtresses qui venaient avec leurs amis, et c'est les premiers salons. En fait, j'ai même découvert, je digresse un peu, mais on appelait ça des hétéries à l'époque, avec un H au début. Ce sont les ancêtres des maçonneries, c'est-à-dire c'est là où on discutait des avancées sociétales. Alors vous aviez la comtesse de Truc qui discutait avec la duchesse de machin, et puis ça coûtait énormément d'argent, le roi donnait à tout le monde, etc. Puis on disait, quand même, il faudrait faire ceci, faire cela. Puis ça remontait au roi, et on avait réfléchi en tout cas aux premières avancées qu'on appellerait aujourd'hui sociétales, dès ce moment-là, dès la Renaissance. Et ce qui se passe, c'est toujours pareil, c'est quand ça pourrit par la tête, on va vouloir copier, c'est tout à fait humain, on copie toujours ceux qui sont au-dessus de nous. Girard appellerait ça du mimétisme, c'est tout à fait normal. Et donc ce luxe qui arrive avec cette naissance du capitalisme va redescendre dans la société. Et quand même une petite anecdote.
pourquoi est-ce qu'on a le mot banque aujourd'hui ou banqueroute? C'est parce que le banquier était tellement mal vu et était tellement suspect qu'on le mettait au banc. C'est-à-dire qu'il avait un banc dans les marchés, il était à la fin du marché, et quand il embêtait un peu tout le monde, on cassait son banc, et on disait que c'était la banqueroute. Vous imaginez un peu de quel monde on vient, nous, en France? C'était ça, la normalité en France. C'était que le banquier existait, mais il était... On va se calmer un petit peu, tu te mets à la fin, quand tout le monde a déjà mangé, etc., puis on verra ce qu'on fait. Et on arrive à un monde où cette idée de banque, de capitalisme, va être au cœur du pouvoir, va être au cœur de l'État. Même si c'était c'était une monarchie, mais va être au cœur de cet État-là. Donc il y a ça déjà. Et ça va mener évidemment à la Révolution française. Et la Révolution française va dire, c'est dans les premiers textes, notre objectif est que, alors j'ai pu, vous m'excuserez la chose vraiment parfaitement dans ma tête, mais que les Perses, les Anatoliens ou je ne sais quoi, que tout le monde devienne français en réalité. Il y avait déjà ça dans la Révolution française au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse la porte ouverte à toutes les religions orientales. Et dans les religions orientales, il y a tous les principes dont je vous ai parlé avant, du matriarcat sacrificiel. Il ne s'agit pas juste de dire les juifs et les musulmans sont méchants, c'est pas du tout le problème. C'est que quand vous faites venir 10 millions de personnes, ben vous faites venir leurs idées avec, leurs pratiques, leurs croyances, leurs idéologies, leurs principes. Et donc vous faites venir des gens qui pensent que pour faire plaisir à Dieu, il faut aller tuer et sacrifier. À Nice, vous avez connu ça, un 14 juillet, ou alors à Charlie Hebdo, ou alors à ceci, ou alors à cela, parce que dans l'au-delà, vous aurez une récompense de votre Dieu. Chose qui est impensable dans notre religion à nous. Ne me parlez pas des croisades en rapport, surtout, si vous voulez, on peut en parler, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc vous amenez ça dans votre monde à vous, et vous arrivez dans une période, évidemment, où toutes les religions orientales sont en train de prendre le dessus. Et nous, notre pratique du sacré est en train de prendre le dessous. Donc vous avez ce que Monseigneur Gaume dit, moins il y a de pratique du sacrifice chrétien, c'est-à-dire le sacrifice non sanglant, qui est un vrai sacrifice mais non sanglant, du Christ à la messe, et plus vous avez le sacrifice humain qui revient, et en même temps vous avez cette vague orientale, donc islam, judaïsme, mais aussi même le bouddhisme est une philosophie, c'est une philosophie qui est basée sur le sacrifice humain. Personne ne sait ça. Les premiers textes des brahmanes, c'est comment est-ce qu'on sacrifie. Alors ils font toute la hiérarchie, le soma, ensuite c'est l'animal, et ensuite c'est l'être humain. Quand on parle de trucs New Age, derrière tout ça, il y a toujours une pratique sacrificielle. Donc, encore une fois, il faut voir ça, je pense, de manière un peu schématique, comme deux blocs. Nous avions notre bloc, qui était chez nous en plus, et nous sommes en train de nous faire manger par le bloc oriental. Moi je dis oriental parce qu'il faut tout mettre en même temps dedans. Parce qu'entre l'islam et le judaïsme post-christique, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Et pour aller plus, je crois que vous vouliez plus de choses sur le judaïsme post-christique, c'est ça? Comment ça se fait? Oui, voilà, c'est en gros... C'est tout simple, je vais faire très très simple. C'est évidemment avènement du... Constantin dit, voilà, la religion de l'Empire, c'est le christianisme. Il y a beaucoup de juifs qui se convertissent, énormément. Et donc les derniers grands croyants juifs se disent mais il faut qu'on réagisse. Et donc c'est pas du tout un complot ni je ne sais quoi, c'est tout à fait normal de faire ça. C'est-à-dire vous sentez que vous êtes en train de disparaître, comment on fait pour survivre? Et bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce qui les intéressait dans la philosophie grecque, ce qui les intéressait dans on va dire, la philosophie européenne, ce qu'ils ne voulaient pas enlever de leur propre croyance. Et ça donne trois choses. Je fais vraiment très schématique, hein, mais ça donne trois choses. Ça donne une loi, parce qu'il faut une loi. En Orient, il faut toujours une loi pour cadrer tout le monde. Ça s'appelle le Talmud. C'est pas du tout un truc qui sort de la tête de reptiliens. C'est quelque chose de très bien pensé. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Enfin, très bien pensé, de leur point de vue, hein, évidemment. Le danger, c'est ça. Il y a un journaliste belge, je me souviens uniquement de son prénom, vous excuserez, Thierry quelque chose, Mircea, je crois, qui a lu, je ne sais pas s'il a lu tout le Talmud, parce que je pense que c'est quasiment impossible, mais qui a réussi à sortir des passages clés, où on voit vraiment ce qui inquiète les gens qui ont écrit ça au début. Le Christ, par exemple, qui est l'incarnation parfaite de Dieu sur terre, ça, ils n'aiment pas du tout. Parce que c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose de réel. Ça veut dire qu'on casse, ce que je disais tout à l'heure, on casse le monisme. On va arriver dans un dualisme, c'est-à-dire que non, Dieu, en fait, il est au-dessus de nous.
on ne peut le toucher que par la prière. On ne peut pas le toucher en faisant des sacrifices humains, ça n'a aucun sens. Donc le Christ, je crois, est dans un bouillant, dans une marmite d'excréments, je ne sais plus trop quoi là. Moi j'ai eu du mal à y croire à ce passage-là, parce que j'ai le cerveau universitaire, donc moi il me faut toujours la preuve, et la preuve a été sortie il n'y a pas si longtemps, hein, c'est je crois 2011, par un journaliste belge. Ensuite, ça c'est vraiment typique du monde oriental, pas que du judaïsme, mais du monde oriental dans sa grande diversité. Il faut une lecture ésotérique de cette loi, parce que c'est hard quand même, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc il faut de l'ésotérique, du magique, d'un peu quelque chose d'un peu comme ça, d'un peu supérieur, entre guillemets. La réintroduction de la notion de cycle. Exactement, et c'est là où la Kabbale va avoir son rôle. Des Kabbales, il y en a autant que faire se peut. C'est énorme. Donc les kabbalistes ne sont pas d'accord entre eux, il y a eu des révolutions au sein de tous ces mouvements, c'est un vrai bordel pour être clair. Donc moi je me suis basé encore une fois sur des textes très sérieux de gens qui sont spécialisés et qui sont, je pense, en plus croyants de ces choses-là. Et on se rend compte de ça, c'est que le Talmud, pour que ça passe dans la population et dans les élites, on ne peut pas le vendre comme ça, si vous voulez, il faut comme il faut mélanger la tambouille, quoi. Voilà, il faut que ce soit compréhensible. Donc cette Kabbale, on va la créer dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout est cyclique. Je raconte dans les livres, la création du monde, par exemple, ça dure de mémoire 7000 ans, je crois. C'est grâce aux séphirotes. Intéressant, puisqu'une séphira, c'est féminin. Et la 7e, c'est la séphira mère. Et c'est le moment où tout doit disparaître. Donc ça rejoint absolument toute la grille de lecture qu'on a eue avant. Il faut tout détruire, le chaos, pour que tout renaisse. Alors il y a des mouvements absolument incroyables de plus on détruira tout rapidement et plus le bien sera rapide et grand pour nous. Les Tsevi, enfin toutes les choses là, vous avez Pierre Hillard qui vient bientôt, il vous parlera de ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, ça c'est très important. Donc la loi, comment est-ce qu'on la fait comprendre à nos élites et même aux autres élites d'ailleurs. Et ensuite, il faut quelque chose de politique. Comment est-ce qu'en politique on va pouvoir mettre ça en place? Et c'est là où le noachisme rentre en jeu. Et là, le gros avantage, à mon avis, du noachisme, c'est qu'il représente aujourd'hui le courant, même si ça ne s'appelle pas noachisme, les principes sont exactement les mêmes que ce que les élites mondialistes veulent aujourd'hui. C'est-à-dire indifférenciation généralisée, donc on mange tous pareil, on pense tous pareil, on s'habille tous pareil, on croit tous aux mêmes choses, on regarde tous les mêmes conneries à la télé. Voilà, il faut vraiment qu'on soit un estomac prolongé d'un sexe, quoi, pour faire simple, pour faire clair. Surtout pas de sacerdoce à quelqu'un qui pourrait être le représentant d'une entité supérieure et spirituelle. Non, les prêtres, terminé. Il faut, enfin, prêtre ou autre chose, terminé. Ça, on n'en veut pas, c'est trop dangereux. Parce que ça voudrait dire que quelqu'un peut nous dire, encore une fois, si vous allez à la messe, vous allez en confession, si vous croyez à la confession, ça veut dire que vous croyez que le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ. Sinon ça n'a aucun sens d'y aller. Sinon, vous n'avez juste qu'un psychologue devant vous. Et ça, le mondialisme et le noachisme n'en veut pas. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. Donc tout ce qui est incarné, tout ce qui est représentant d'un Dieu... j'allais dire humain, mais oui, parce qu'il y a encore une fois ce Christ qui les embête beaucoup. Donc il faut que tout ça, ça dégage, et ça rentre vraiment dans tout le courant économique dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça est vraiment extrêmement lié, en réalité. Et quand vous voyez, dans le livre, j'en parle un peu, de deux figures importantes, il y en a énormément d'autres, mais deux figures, il y a Joseph Ratzinger et Gerhard Riegner. Il y en a un, c'est un Allemand, l'autre, c'est un Suisse-Allemand. Et au niveau politique, au niveau religieux, sont des gens qui avaient ces croyances-là. Ils ne s'en cachent pas. Et à la limite, ils ont le droit. Au moins, eux, ils travaillent pour leur foi. Et ils ont réussi à l'un créer l'Union européenne, Joseph Ratzinger. C'est un destin incroyable. Un Polonais qui naît en 1888 et qui ne vit que 60 ans. Quand on voit tout ce qu'il a fait, c'est énorme. Alors il était subventionné par un comte polonais et il réussit à avoir sa thèse de doctorat à la London School of Economy à 20 ans, donc sans doute quelqu'un d'extrêmement brillant. Et c'est lui qui, après la Seconde Guerre mondiale, va dire maintenant il faut que l'Europe soit unifiée
et que ce soit des fédérations en fait. Il faut qu'il y ait une fédéralisation de l'Europe. Et c'est lui qui, en bout de course de tout ça, alors c'est drôle parce qu'il crée l'Union Européenne quasiment en même temps que le club de Bilderberg, sans tomber encore une fois dans les complotismes à deux balles, mais c'est intéressant de voir quand même les liens dans toutes ces choses-là. Et l'autre personnage, même destin, alors j'ai pas ses diplômes en tête, honnêtement je les connais pas, on s'en fout, mais il était secrétaire général du Congrès juif mondial, et c'est lui, il a fait plein de choses, mais vraiment destin exceptionnel. Lisez sa biographie, autobiographie aux éditions du Cerf. Donc c'est pareil, moi j'ai besoin de preuves, on m'avait déjà dit ça, mais moi il faut que je lise le texte, et c'est lui qui l'a écrit. Il explique comment il a utilisé l'idée de Vatican II. Alors il faut quand même que je replace dans le contexte. C'est trop long ou pas là? Je peux aller là-dessus ou on arrête? Non, on va peut-être juste un petit peu parler effectivement de ça. Je voulais qu'on revienne. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra. Et après, on passera aux questions. On aura des questions dans le public sans doute. Donc, je voyais qu'il y avait des sueurs là. Il faut que j'aille. Non, on va partir là-dessus et puis un bref. Peut-être un bref développement sur le monde vraiment très contemporain aujourd'hui, donc depuis le début, depuis la grippe 19. Et ce sera déjà pas mal. Peut-être juste prendre une question tout de suite. Oui, et en même temps, c'est toujours la première question qui est la plus compliquée à poser. Donc j'encourage le public à plus d'interaction avec l'auteur. Je vous ai écouté, Sylvain, et si je devais avoir l'outrecuidance de résumer votre propos, c'est plus on s'éloigne du patriarcat et plus on va vers le sacrifice. De nos jours, quels sont les sacrifices auxquels nous avons dû survivre? Est-ce que le covidisme en était un en sacrifiant nos anciens? Est-ce que les gilets jaunes en ont été un en sacrifiant la classe moyenne? Est-ce que par rapport à notre quotidien, qu'est-ce que vous pourriez... comment notre société va aujourd'hui par rapport à cette notion de sacrifice, justement? Merci beaucoup pour la question. C'est pas une question évidente. C'est une question que j'essaie de traiter au mieux dans ce livre-là. Et moi, j'ai essayé au maximum de ne pas tomber dans la facilité. Parce que ce serait facile d'arriver ici, de vous dire mais le Covid-19 ou la grippe 19, c'est le sacrifice humain le plus immense de toute l'histoire de l'humanité. Moi, tant que j'ai pas... C'est trop tôt, en fait, pour savoir. Donc, par contre, il y a des choses qui se sont passées qui sont absolument étayées. Quand on pense, par exemple... Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, avant que j'oublie, c'est quand on parlait du judaïsme tout à l'heure, la manière dont les juifs se pensent aujourd'hui vient de cette croyance Talmud, Kabbale, noachisme dont on a parlé. Encore une fois, c'est tout à fait normal, puisque c'est leur croyance, c'est tout à fait logique. Pardon, si vous voyez les chiffres, et même de la manière dont eux, donc en Israël, ont traité le Covid, c'est incroyable. J'ai lu ça il n'y a pas si longtemps, mais c'était les premiers à se faire vacciner, c'était les premiers à mourir en masse, mais c'est énorme en fait le nombre de morts en Israël pour un petit pays au niveau du Covid, au niveau des vaccins, sans la preuve évidemment que ce soit à cause des vaccins, mais voilà, on peut essayer de réfléchir quand même au niveau des morts. Et ils étaient vraiment demandeurs, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté de dire on veut être les premiers, on veut que en géopolitique c'est important aussi, hein, je comprends, hein, si plus vous avez le vaccin tôt, plus votre population est vaccinée, plus en géopolitique vous allez pouvoir rayonner. Et sur tous les plateaux, on avait des médecins israéliens qui disaient bah alors dans 3 semaines il va vous arriver ça, parce que nous on a 3 semaines d'avance. Donc ça à mon avis c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, sans se dire, sans aller forcément très très loin, mais je pense que c'est une réalité. Ensuite, ce qu'on a connu au niveau de nos anciens qui sont morts seuls dans des chambres, qui ont été enterrés en 10 minutes, sans personne, sans prière, sans rien, ça oui, pour moi c'est du sacrifice humain. Mais ça c'est mon avis personnel. J'ai pas de preuves universitaires, scientifiques que c'en est, mais pour moi la manière dont ça a été fait, c'en est, et moi j'en veux. Je vais être honnête avec vous, ça c'est encore une fois mon avis personnel, mais j'en veux plus, je nous en veux plus à nous d'avoir laissé passer ça, c'est-à-dire que moi on m'a raconté des trucs où la personne va voir son père mourant à l'hôpital,
une petite gendarmette lui dit « Mais non, non, monsieur, sinon c'est 135 €, et la personne rentre chez lui. Voilà. C'est-à-dire que si on a eu Covid-19 et tout ce qu'on a, c'est qu'on est prêt pour l'avoir. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'étais à l'époque, je travaillais dans un lycée à l'époque de la fin du... Enfin, le Covid allait arriver, donc j'avais des contacts encore dans cette école, et c'était impensable, je vais seulement avoir 40 ans, c'était impensable il y a 20 ans de dire à des jeunes de 20 ans, de dire « mais attendez, vous allez manger en quinconce avec un masque, et une fois que vous avez fini de manger, vous remettez le masque ». Ça aurait été la guerre absolue dans le lycée, c'était terminé. C'était terminé. Même, je pense que nos anciens n'auraient jamais écouté la petite gendarmette. Il lui aurait dit « écoutez, maintenant, mon père, c'est la fin, je passe ». Enfin, c'était incroyable. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi nous, dans lequel, je pense que ça c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que nous, on ne serait pas prêts à vivre toutes ces choses-là qui arrivent, le retour de la violence, qui va être désigné comme bouc émissaire? Parce que là, on est dans un univers hyper mondialisé. Qui sera le bouc émissaire mondial demain? Il faut quand même qu'on réussisse à se poser la question, est-ce que nous, on ne fait pas tout pour être désignés nous-mêmes comme bouc émissaire? Vous voyez? Est-ce que ça ne serait pas l'idée de la nation, le bouc émissaire? Bon, la nation, c'est déjà fini depuis longtemps, je pense, mais vous savez, j'ai donné une petite conférence à l'Union européenne cette semaine, où on parlait de ça. Alors, c'était pas devant tout le monde, évidemment, mais... Et ces gens ont bien conscience que la nation, c'est la solution, mais pour y arriver, il faudrait que nous, on soit tellement différents. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils puissent s'appuyer sur une anthropologie européenne, au niveau de toutes les nations, de gens qui soient redevenus solides, sérieux, enfin, il y a un déclin anthropologique incroyable. Hein, en 20 ans, c'est exceptionnel. Vraiment, et le Covid, ça a été un révélateur de ça, surtout, je pense. Souvenez-vous de l'histoire de Roselyne Bachelot à l'époque. Le vaccin, ça faisait rigoler tout le monde. On n'est pas tombé dans le piège. Ça a même donné des sketchs. Donc je réponds un peu de manière détournée à votre question, parce que je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas, mais je pense qu'il y a un côté... si vous regardez par exemple le masque, moi je pense qu'il y avait quelque chose de sacrificiel dans le masque. J'ai toujours dit depuis le début que c'était un symbole religieux, pas dans le sens maçonnerie ou satanisme ou je ne sais quoi, mais quand vous avez un masque dans lequel on ne voit ni votre nez, le nez c'est ce qui montre votre personnalité dans un visage, ni votre bouche, bah, ça veut dire qu'on se ressemble tous, donc il y a indifférenciation généralisée, et moi j'avais fait l'expérience à l'époque, j'avais pris le métro sans masque, on était 3, j'étais content d'être 3 honnêtement, parce que là on sent que la désignation du bouc émissaire, si quelque chose ne va pas bien dans la rame, ça va directement être vous. Alors après il y a eu les non-vaccinés, aujourd'hui c'est la guerre en Ukraine, on voit bien quand même qu'on change de bouc émissaire assez souvent. Il n'y a pas pour l'instant de sacrifice réellement sanglant, mais des gens perdent leur travail, donc c'est du sacrifice social. Il y a combien d'infirmières qui n'ont pas récupéré leur travail, c'est énorme. Donc tout ça, ça existe évidemment. Et il faut voir ça, à mon avis, sur le temps long. C'est-à-dire là, on est dans des petits cycles qui s'accélèrent, et il faut qu'on soit préparé, à mon avis, à ne pas accepter le dernier cycle du retour vraiment du sacrifice humain, quoi. Même s'il y en a aujourd'hui des sacrifices humains. Est-ce que le modèle russe actuellement, vous avez sûrement dû écouter le dernier discours politique général de Vladimir Poutine, est-ce que le modèle russe aujourd'hui est le seul porteur finalement d'un retour potentiel, possible, probable, on l'espère, du patriarcat ou pas? Alors là, ça va être de l'avis personnel, encore une fois. En général, j'aime pas trop donner mes avis personnels, et moi je ne pense pas. Je pense qu'on est dans un mouvement géopolitique extrêmement tendu, intense, qui est dans la suite des événements cycliques dont on parle depuis tout à l'heure. Il faut essayer d'imaginer ce que ça va créer en réalité. Mon avis personnel, c'est que la guerre, comme disait Bainville, c'est toujours la réalité qui prend place. C'est-à-dire qu'il y a une réalité d'un monde divisé quasiment en deux. Et les questions sont, où sera la frontière de ces deux mondes? Je pense qu'on arrive vers... Moi, je suis assez malheureux de ça, hein, parce que pour moi, la Russie fait partie intégrante de notre civilisation, mais intégrante, je pourrais l'enlever. Il y a des différences, mais voilà. L'Eurasie, ça existe, etc., sans être eurasiste non plus. Mais on assiste à la naissance de deux pôles. Donc vous avez le pôle chinois avec les satellites autour, dont sera la Russie sans doute, et ce sera malheureux pour eux, hein, que les choses soient bien claires. Et le pôle
otanesque, où alors là, là nous c'est terminé, c'est-à-dire qu'on a lâché les dernières indépendances qu'on avait. On nous fait croire à l'indépendance européenne, mais ce sera uniquement un satellite de l'OTAN. Donc on va arriver à une espèce de guerre froide qui ne dit pas son nom, où économiquement on va se détacher totalement de la Russie, ce qui est une erreur absolue. Pas seulement parce qu'on paye plus cher l'électricité, parce que ça veut dire qu'on se détache humainement, quand l'économie n'est plus là, on se détache humainement de la Russie, mais pas que de la Russie, de l'Iran. L'Iran, ça fait aussi partie il y a un pôle commun de civilisation, pas totalement, mais on a des choses à nous dire avec l'Iran, même avec la Chine d'ailleurs, pour être honnête. On a des choses à dire normalement, avec une nation normalement bien constituée dit des choses à tout le monde. Et je ne pense pas que la Russie soit le sauveur, et je crois même que ce serait dangereux de le croire, parce que autour de Poutine, il y a des gens un peu étranges, qui ne sont pas du tout des gens qui pensent à un retour du patriarcat ou à un retour du christianisme. Pas du tout. L'orthodoxie, c'est particulier aussi. Moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis quelques temps, et il y a quand même des problèmes, notamment dans la vision spirituelle, avec cette question du Saint-Esprit, etc. C'est quand même problématique. Et puis, il y a le côté Eurasie vraiment pur, comme Douguin, par exemple. Moi, j'ai beaucoup lu Alexandre Douguin, c'est très passionnant, je conseille à tout le monde de lire. Mais il est clair que ça n'est pas du tout le retour du patriarcat. C'est quelque chose d'assez... disons que la partie orientale des croyances qui sont mises en avant par Alexandre Douguin, c'est assez énorme. Donc il faut faire, à mon avis, très attention avec ça, dans le sens où l'ennemi qu'on nous... Nous, on est dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'ennemi qu'on nous désigne, ça va tout de suite être notre ami. Mais il faut qu'on fasse, à mon avis, encore une fois, c'est vraiment avis personnel, il faut qu'on fasse très attention. Il est clair qu'entre la civilisation russe et la civilisation des enfants dans des couveuses qui sont vendues sur Amazon, qu'on voit en Ukraine, notre choix, il est vite fait. Mais faire attention à ne pas tout donner à la Russie pour ne pas se faire avoir, entre guillemets, derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vais vous poser une question pour revenir sur le sacrifice humain. Je veux parler du sacrifice des enfants. Dans le monde occidental, ou en tout cas des pays industrialisés, le principal vecteur de sacrifice de ces enfants, c'est la pédocriminalité de réseau. Et cette pédocriminalité de réseau est surmontée de sacrifices à caractère satanique. Donc il y a une dimension à la fois, entre guillemets, religieuse, c'est-à-dire satanique, malfaisante, de supprimer toute une frange d'enfants purs, c'est-à-dire non contaminés par l'esprit ambiant, par un sacrifice à caractère souvent sexuel et surtout horrible. Quelle est votre position et votre sentiment par rapport à ça? C'est l'aboutissement de ce que je raconte, si vous voulez. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans mes travaux, j'ai vraiment étudié les élites des communautés primitives jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une période dans l'histoire de l'humanité où les élites n'opèrent pas des sacrifices humains. Il n'y en a pas une. Sauf si nous, on était tellement avancés que ça n'arriverait pas. Mais personnellement, je ne pense pas. Donc évidemment, ça existe. Maintenant, pour moi, c'est un sujet où il faut faire extrêmement attention à ce qu'on raconte. J'ai entendu des choses récemment chez Hanouna notamment. Si on balance une info si énorme que ça, notamment sur l'affaire Palmade ou je ne sais quoi, il faut tout de suite à côté balancer la source, et il faut que cette source, elle soit énormissime également. Moi, encore une fois, dans mes travaux, j'en parle, je ne parle que ce qui est uniquement, totalement sûr à 100%. Et c'est malheureusement un problème, c'est que ces choses-là existent. Ça va être très compliqué d'avoir des preuves, je suis bien d'accord avec vous. Mais moi, je ne suis pas là pour dire, me faire mousser à dire, oui, l'affaire machin, c'est en fait, derrière, il y a la pédocriminalité. C'est sûr que la vidéo, elle ferait 150 000 vues. Je vendrais peut-être plus de livres, mais ce n'est pas du tout mon objectif. Donc ça existe, évidemment, mais je me rends compte qu'il y a plus de témoignages que de preuves. Par exemple, j'ai lu le dernier magazine de Carl Zero, qui a fait tout un magazine là-dessus. Pardon. On voit que ça existe. Enfin, il y a des choses qui se passent, évidemment. Mais c'est beaucoup de témoignages et pour peu de preuves. Moi, je viens mon maître, c'est Pierre Hillard. Pierre m'a toujours dit, fait énorme, source énorme. Il vous en parlera la prochaine fois, mais Pierre ne parle seulement de certaines choses maintenant, alors qu'il a l'information depuis plus de 10 ans, parce qu'il n'a pas la source. Et quand il trouve la source, c'est bon, on peut y aller. Donc, moi je vous dis oui, ça existe, c'est sûr, parce que ça a toujours existé,
Mais il faut faire extrêmement attention à ça parce qu'on passera pour des fous. Et une fois qu'on passe pour des fous avec ça, le reste est balayé avec. Donc c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'il faut plutôt aller sur, comme on a essayé de l'expliquer, la mort du père alliée à la mort enfin la mort, pas la mort, mais disons à la lente fin de la pratique chrétienne, amène automatiquement au retour du sacrifice humain. Pour moi, l'avortement, c'est un sacrifice humain. Le terrorisme qu'on appelle faussement islamique, c'est un sacrifice humain. Il y en a plein d'autres, des choses comme ça. Et on peut mettre évidemment dedans les affaires Epstein, tout ça, maintenant il y a des preuves, donc là on peut y aller. Mais il faut faire très très attention à ne pas tomber dans les facilités. Moi c'est mon credo vraiment, jamais de facilité, toujours une preuve pour un fait, que je pourrais en tout cas énoncer. Et vous savez, aux États-Unis, avec la liberté totale dont jouissent les Américains, il y a une secte qui s'appelle les satanistes de je ne sais plus où, qui ont porté plainte contre un État, je ne sais plus lequel, parce qu'ils avaient peur que l'avortement devienne interdit. Et ils ont dit, mais on a la liberté de culte, oui ou non? Oui. Donc nous, pour notre liberté de culte, on a besoin de sacrifices humains. Ça, c'est sourcé. Le Figaro en a parlé. On peut y aller, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une réalité absolument totale. Donc ça existe. Bien entendu que ça existe. Alors j'avais une question et une critique, si vous permettez. La question, vous avez sans doute lu Emmanuel Todd sur les structures parentales. Que pensez-vous des structures parentales orthodoxes, chrétiennes orthodoxes, qui sont parfaitement patriarcales et en même temps parfaitement égalitaires? Et la critique, c'était l'erreur, je pense, que vous avez fait entre l'hindouisme et le bouddhisme. Si aujourd'hui le bouddhisme a été totalement rejeté de l'Inde, c'est justement parce qu'il refuse toute notion de sacrifice. Il n'y a pas de brahman chez les bouddhistes, il n'y a pas de soma chez les bouddhistes. C'est typiquement hindou. Alors j'accepte volontiers la critique, d'autant que, comme je vous l'ai dit, ce sont des sujets assez nouveaux pour moi, que je suis en train d'étudier, de même que l'orthodoxie. Donc j'aurai du mal à répondre à votre question, mais je suis preneur d'informations sans aucun problème, même avec grand plaisir. Il n'empêche que je pense qu'au niveau spirituel, la question du filioque pose problème en fonction de cette histoire de monisme et de dualisme. Donc c'est des sujets à creuser. Donc là, j'ai pas de réponse à votre question, vous m'excuserez, mais ce sont des sujets que je suis en train de creuser actuellement et qui me prendront peut-être beaucoup de temps, et peut-être que je n'arriverai jamais à aucune réponse, et à ce moment-là, je n'en parlerai pas. Le bouddhisme a de la sorcellerie. Prenez le micro. On est pour le bouddhisme, mais... Reprenez à zéro. Comment? Reprenez à zéro. Non, mais monsieur parlait du bouddhisme en pensant, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur le bouddhisme, positif, mais quand on étudie le bouddhisme en profondeur, d'abord le Bouddha il est avec un serpent au départ, bon, donc il y a des recherches à faire là-dessus, et deuxièmement le bouddhisme fait de la sorcellerie parmi les lamas, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, et on angélise le bouddhisme actuellement en Occident, parce qu'on l'a occidentalisé, parce qu'on n'en a pris qu'une partie. Donc il y a aussi une ignorance sur le sujet, et c'est un sujet à développer. Là, je suis en train de lire un livre de René Girard sur la question, assez passionnant, je vous le conseille si vous le trouvez, ça s'appelle Le Sacrifice tout simplement, où il parle justement de ces questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, ou on passe à la bière? Monsieur qui en a une deuxième, visiblement. C'est plutôt une question un peu impertinente au sujet de Sylvain. Pardonnez-moi. Est-ce que vous, en tant que chef de famille, là je reviens à la réalité prosaïque, vous avez une difficulté à vivre le patriarcat que vous professez, puisque vous savez très bien qu'entre ce qu'on professe et la réalité, il y a une difficulté, surtout dans le monde actuel, et que nous avons tous des problèmes en tant que chef de famille, souvent, à rejoindre cette réalité et à la vivre réellement, quoi, dans un patriarcat tel que vous le définissez. C'est une très bonne question, je vous remercie de la poser, parce que tout n'est pas vaporeux, tout doit être concret dans ce qu'on fait. Et moi, c'est une question évidemment que j'ai eue quand ma femme est tombée enceinte. Quel père je serai? Est-ce que tout ce que je raconte, je suis prêt à le vivre? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ceci, cela? Et ça va vous paraître un peu étrange, ma réponse, mais je pense que là, j'ai plusieurs clés en fait autour de moi qui me permettent de vivre au mieux cette idée de fonder une famille patriarcale. Premièrement, c'est ma femme,
qui se comporte qui est une femme, qui n'est pas, comme on pourrait le voir aujourd'hui, une femme qui se demande si c'est un homme ou pas un homme, ou à cheveux bleus ou à cheveux roses, etc. Donc ça, en fait, c'est primordial. Je ne sais plus quel psychologue, je crois que c'est Lacan qui disait que le père, l'être du père est dans la mère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mère qui va créer le père en réalité. Tout ça est un jeu un peu de... On a tous beaucoup à se donner évidemment, mais quand la mère regarde l'homme comme un père, bon, bah, y a pas de problème, le père c'est un père. Je pense que l'inverse est moins obligatoire. Une mère sera toujours une mère puisqu'elle a vécu l'accouchement évidemment. Donc on regardera toujours sa femme comme la mère de ses enfants. En revanche, je pense que souvent j'ai dit, c'était assez mal compris, que ce sont les femmes en réalité qui ont la clé du patriarcat, parce que c'est ça, c'est quand vous allez choisir votre homme, celui qui sera le père de vos enfants, si vous le choisissez bien, vous allez vous aussi créer un enfant, vous allez créer un père, et vous allez l'aider à pouvoir fonder cette famille patriarcale. Ça, c'est la première clé, évidemment, la plus importante. La deuxième, c'est sans doute ma famille, c'est-à-dire mes parents, mon père a fondé une famille patriarcale, donc j'avais un modèle à suivre. J'ai mis du temps à comprendre que c'était le bon modèle à suivre, comme tous les jeunes qui sont passés par l'adolescence tardive, n'est-ce pas? Je suis aussi un homme de ma génération. Et la chance que j'ai, qui est la troisième clé, c'est que je suis indépendant dans mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas à rendre compte, pour l'instant en tout cas, à un chef d'entreprise qui me dirait « mais attends, tu dois venir plutôt tel jour et pas tel autre », qui va gérer ma vie si vous voulez. Et je pense que ça, en tant qu'homme qui est père de famille, pouvoir gérer soi-même son emploi du temps, créer soi-même les choses qui vont vous faire vivre, la maison d'édition par exemple, le travail d'écriture, voilà, les conférences, etc. Je pense que tout ça pour moi ça a été aussi important, dans le sens où je sens qu'autour de moi tout est sain pour que cette famille patriarcale puisse se développer. Voilà, c'est des questions très personnelles, mais je pense que c'est important pour que les jeunes comprennent qu'il faut vraiment bien choisir avec qui on va fonder une famille. C'est pas du tout anodin comme choix. Et pour finir, vous n'imposez rien, je pense. Vous ne pouvez pas imposer ce qui n'est pas là, si vous voulez. Si j'avais mal choisi ma femme, je pourrais pas dire, mais on va fonder une famille patriarcale. Ben non, c'est trop tard, en fait. T'as mal choisi, ben c'est terminé. Donc vous ne pourrez pas changer ce qui est. Voilà un peu le sens de ma question. Donc faites en sorte que ce qui est soit en concordance avec ce que vous voulez qu'il soit. Je m'adresse aux jeunes qui pourraient nous regarder, évidemment. Merci de votre visite, Sylvain. Une dernière question, donc, si vous étiez la solution, vous commenceriez par qui ou par quoi? Attendez, j'ai pas compris la question. Si vous étiez la solution, vous commenceriez par qui ou par quoi? Si moi j'étais la solution à quoi? À tous nos maux. À tous nos problèmes. À tous nos maux, oui. Si j'étais la solution à nos problèmes. C'est la question que vous posez à tout le monde, c'est ça? Et on est tous là comme des idiots, merde, qu'est-ce qu'il veut? C'est la question de piège. Non, on va essayer de répondre sérieusement. Si j'étais la solution à nos problèmes, je commencerais par qui et par quoi? Ou par quoi? Ou par quoi? Je pense vraiment que si... Je réponds un peu à côté sans doute, parce que imaginer être la solution, c'est pas évident. Par quoi il faudrait commencer dans ce cas-là pour trouver une solution? Je pense qu'il faut viser le long terme, et je pense que la création de familles patriarcales, je pense que c'est la seule solution. Même si on ne se connaît pas entre nous, à un moment donné, si ça devient un peu complexe, on saura sans doute se reconnaître. Et on peut imaginer, moi je ne vais pas citer de nom de village, mais je connais des gens qui, tiens, se sont installés là, et puis, ah bah tiens, nous aussi on va s'installer là, etc. Je ne veux pas faire du gauchisme à deux balles, hein, mais si nous fondions tous, nous les jeunes, là, de mon âge ou plus jeunes, des familles patriarcales, je pense que dans 30, 40 ans, au moment où ça va vraiment devenir compliqué, parce qu'on va vraiment arriver dans 30, 40 ans à
ce que Zemmour là-dessus, il a raison. Hein. Ce qu'il dit, c'est qu'on va se retrouver avec une France divisée en deux qui va se regarder et qui va peut-être sans doute se taper dessus. Je pense que là, on aurait peut-être une solution naturelle. Je ne sais pas si vous avez lu Ravage de Barjavel, je vous invite à le lire. En fait, on se rend compte que la solution, elle se fait naturellement. Je ne crois pas du tout, moi, au grand soir, ni au fait que tout va péter en une fois. J'y crois pas du tout, je pense que ce sera un processus extrêmement long. Et la seule manière de préparer nos jeunes à ça, parce que nous, malheureusement, on sera sans doute trop vieux, c'est de fonder ces familles-là. Si on regarde les 3 niveaux, fonder une famille patriarcale, c'est pas interdit encore. C'est pas facile, mais on peut le faire. Le niveau 2, au niveau politique, je pense qu'il faut, et ça, je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans encore, mais je pense qu'il faut vraiment maintenant que ces générations-là s'engagent en politique. On m'aurait dit que j'allais dire ça aujourd'hui, et il y a 5 ans, j'aurais dit, mais qu'est-ce que... Pour moi, la politique, c'était le règne du mal, du diable, et tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas le règne de la pureté, donc ça nous demandera à nous d'avoir du recul, d'avoir de l'intelligence, de se dire, mais attends, on va se calmer là-dessus, si on a ça, on peut avancer sur tel point. C'est pas normal, en fait, que des gens de mon âge ne soient pas maires, par exemple. On devrait avoir des maires de village. Père plutôt. Maire de ville, je voulais dire. Mais pères, ouais, voilà. D'avoir vraiment des pères de la communauté, quoi. Donc je dirais ça pour le 2e niveau. Et le 3e niveau, bah, ça a été interdit d'aller à la messe pendant le Covid, mais en général, les messes traditionnelles n'étaient pas fermées. Donc en fait, ça n'a pas été interdit d'aller prier, d'aller à la messe le dimanche matin. Donc c'est pas interdit, donc voilà, allons-y. Je pense que voilà, on a l'architecture patriarcale, un père dans la famille, un père pour la nation, un père au ciel. C'est sans doute ça la solution. Ouais. Mesdames et messieurs, Sylvain. Merci à vous.